L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est essayiste, théologien, historien des religions et directeur des éditions du CERF. Il publie Occident, ennemi mondial numéro 1 chez Albin Michel. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio pour évoquer les grandes puissances, le retour des empires, la guerre en Ukraine avec la volonté de Vladimir Poutine d'annexer certains territoires ukrainiens en est une illustration. Nous ne l'avons pas vu venir, écrivez-vous en introduction de ce livre. Jean-François Colosimo, pourquoi les empires sont-ils de retour ? En fait, nous assistons aujourd'hui à un basculement du monde, de l'ordre géopolitique tel que nous le représentions. En fait, nous pensions qu'il y avait cette hyperpuissance américaine qui était faite pour assurer sa domination sur le monde, que la démocratie avancerait, que le libéralisme avancerait. Et nous nous réveillons d'un coup en n'ayant pas vu que d'anciens grands empires qui étaient jadis l'Empire ottoman, l'Empire tsariste, l'Empire Qing, l'Empire moghol, n'est-ce pas, et l'Empire perse, en fait, ces empires qui ont connu une volonté d'occidentalisation effrénée au XIXe siècle, au XXe siècle, parce qu'ils étaient sous la pression de l'essor de l'Europe. Et donc, ces empires-là, qui ont connu des expériences autoritaires ou totalitaires, qui se sont transformés, qui sont devenus soit des nations comme la Turquie, l'Iran, l'Inde, soit qui ont connu l'expérience non pas du nationalisme mais du communisme, la Chine populaire, l'Union des républiques socialistes soviétiques, eh bien ces empires renaissent, ils ont muté en raison de cette expérience véritablement de l'autoritarisme le plus effréné. Ils se sont consacrés, je dirais, à une révolution technique, industrielle. Ils sont consacrés aussi à la répression de leur peuple. Et puis voilà qu'ils réapparaissent aujourd'hui, qu'ils veulent récupérer, disent-ils, leur identité, qu'ils façonnent une identité reconstruite à partir de leur fond religieux et qu'ils nous adressent à nous, voir si cet Occident existe vraiment, mais ils appellent ça l'Occident, voire l'Occident collectif. Ils nous disent quoi ? Ils nous disent, mais enfin, vous êtes l'hydre, menteuse, hypocrite, corruptrice, corrompue, décadente, etc. Comme dirait l'un d'entre eux en Iran, vous êtes Satan. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne l'a pas vu venir ? Est-ce que c'est parce qu'on a cru en l'Europe, en les nations moins importantes que la paix ? Est-ce que c'est parce qu'on a sous-estimé peut-être l'importance du religieux ? Alors, il y a tout. Vous avez parfaitement raison. D'abord, la première chose, c'est que, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons voulu bâtir une Europe fondée sur la paix, une Europe qui n'avait plus d'armée, qui n'avait plus de diplomatie parce qu'elle voulait désigner aucun ennemi, puisqu'elle était en quelque sorte une forme de parousie à venir, je sais pas, d'une globalisation, une mondialisation heureuse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le mythe fondateur des États-Unis a été effondré le 11 septembre, s'est effondré avec les Twin Towers le 11 septembre 2001, et que les États-Unis sont lancés dans une guerre tous azimuts contre un ennemi invisible, insaisissable, un ennemi complètement asymétrique, parce que l'islamisme djihadiste, c'est l'ubérisation du terrorisme, n'est-ce pas ? Voilà, donc, et les guerres de l'Amérique, de Washington, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, etc., nous ont fait croire finalement une bipolarisation du monde qui n'était pas la bonne. Pendant ce temps-là, ces empires qui sortaient de leurs expériences totalitaires, autoritaires, ont réarmé. Et on a laissé faire en se disant, bon, faute de mieux, Poutine en Russie, c'est pas génial, mais bon, après tout, peut-être que les Russes ne méritent pas mieux. La Chine, elle se libéralise grâce au capitalisme, n'est-ce pas, donc tout va mieux. On n'a pas vu aussi qu'il réarmait religieusement. On s'est dit, bon, c'est du vide idéologique qu'ils remplissent avec des vieilles fadaises sorties du musée. Donc, on n'a pas compris la puissance de mobilisation de la religion. Et puis, par rapport à ça, surtout, et à la fin, nous-mêmes, nous avons été aveuglés par une croyance, c'est que le marché, le capital, la prospérité apportaient la paix, alors qu'en fait, on n'a pas vu que partout dans le monde où le christianisme avance, la démocratie avance, partout où le christianisme recule ou n'arrive pas à s'instaurer, la démocratie recule ou n'existe pas. Et on viendra dans un instant sur le poids et le rôle des religions. Mais juste avant, peut-être arrêtons-nous sur le capitalisme dont vous parliez. Quand on va en Thaïlande, quand on va en Afrique, quand on va partout, on voit des McDonald's. Ces McDonald's, ils sont quand même le signe que cette occidentalisation, elle est partout. Vous avez raison. Simplement, vous voyez, là aussi, on a eu un peu, je dirais, un effet de strabisme.
La mondialisation, c'est effectivement l'unification au centre, en quelque sorte, de façon centripète, on ramène tout vers le centre, d'un même mode de pensée, de vivre, de manger, de s'habiller, de se distraire. Ça, c'est clair. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que ce mouvement, plus il est centripète, plus il est centrifuge aussi, et il renvoie à la périphérie des identités qui, elles, sont rebelles, soit parce qu'elles ne peuvent pas profiter, au fond, pleinement de cette mondialisation, soit parce que idéologiquement, on n'en veut pas aussi, attention. Et donc, à la périphérie, vous avez eu, pendant qu'on s'occupait effectivement de créer des McDonald's partout, eh bien, il y avait des cellules qui se créaient partout, je dirais, d'hostilité. Vous voyez, c'est comme diastole, systole. Votre cœur, il se contracte et il se dilate. Ben, c'est ça. Et la mondialisation, malheureusement pour nous, il nous faut le comprendre aujourd'hui, la mondialisation, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas qu'on va aller vers l'unification ou l'éclatement de manière définitive. Ça va être toujours plus d'unification au centre et toujours plus d'éclatement aux périphéries, ce qui veut dire, en fait, qu'il n'y a pas de troisième guerre mondiale à redouter, si je puis dire, sur le modèle de la première ou de la seconde, c'est que nous sommes en fait entrés dans la guerre mondialisée. Tout se mondialise. Nous vivons la première guerre mondialisée qui touche l'ensemble de la planète avec des conflits éruptifs partout, le problème des routes de l'énergie, le problème des grands corridors que sont par exemple au Caucase, le Haut-Karabakh, le Cachemire en Inde, n'est-ce pas, ou la ligne frontière entre l'Est et l'Ouest en Ukraine. Et justement, il y a un ennemi commun dans cette guerre que vous dites mondialisée, l'Occident. L'Occident n'a pas le droit d'imposer ses valeurs, une phrase répétée régulièrement par Vladimir Poutine. Et par les autres, par ses camarades. C'est le club des 5. Les 5, rappelons-les. Xi Jinping en Chine, Khamenei, l'héritier de Khomeini en Iran, Erdogan en Turquie, et Modi en Inde. Et tous, ils fonctionnent sur le religieux. Vous voyez, Poutine restaure les monastères que les anciens KGBistes dynamitaient. Xi Jinping n'arrête pas de citer Confucius, dont les écrits étaient brûlés en autodafé par les gardes rouges dans son propre père. Erdogan restaure le culte musulman dans Sainte-Sophie, qui était devenu un musée. Et Modi veut réhindouiser les Indiens comme les islamistes veulent réislamiser les musulmans, n'est-ce pas, en faisant de l'hindutva, l'hindouité, véritablement son moteur idéologique. Il y a quelques semaines, à ce micro, nous étions avec Monseigneur de Romanet, l'évêque aux Armets, qui dit que chaque tradition religieuse a son arme nucléaire. Ce que vous dites là ce matin aussi, c'est que chaque tradition religieuse aujourd'hui a son empire. Oui, et la religion, c'est la guerre. C'est la paix, ça peut être la paix, mais c'est aussi la guerre. Pourquoi ? Parce qu'une religion, c'était ça la supériorité, parce que les prédécesseurs de ces tyrans d'aujourd'hui avaient créé des religions séculières. On vénérait le cadavre de Lénine, n'est-ce pas ? La révolution culturelle, c'était l'année zéro de... Les successeurs ont compris que la seule erreur des prédécesseurs dans leur démarche totalitaire ou autoritaire avait été de vouloir supprimer le fait religieux. Parce que le fait religieux, lorsque vous le divinisez de manière politique, ça permet une inclusion maximale. Tout le monde doit vivre selon les mêmes rites. Une exclusion maximale. Vous avez votre vérité, c'est pas votre vérité, c'est la vérité, elle exclut les autres. Et puis, la mobilisation pour la guerre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'erreur des religions séculières du XXe siècle, ça a été de faire descendre le ciel sur terre et de promettre le paradis sur terre. Mais c'était une erreur manifeste, parce qu'au bout de 70 ans, comme en URSS, on dit, oui, ce paradis, c'est l'enfer, n'est-ce pas ? Eh bien, là, non. Vous donnez un sens radical au sacrifice, et donc, vous avez cette instrumentalisation. Jean-François Colosimo, pour autant, quand on regarde par exemple l'exemple ukrainien et russo-ukrainien, la place de l'église orthodoxe est très importante, mais il y a une opposition entre les églises orthodoxes, entre le patriarche Kirill et certaines églises orthodoxes autocéphales ukrainiennes qui ne sont pas d'accord sur le soutien ou pas au pouvoir de Vladimir Poutine. Alors là, écoutez, moi je vais me permettre, là, si vous me permettez de vous corriger, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'opposition entre deux orthodoxies, ça c'est une vue de l'esprit. Il y a une église orthodoxe et il y a des orthodoxes qui vivent en Ukraine et qui vivent en Russie, qui veulent vivre leur foi. Et puis, il y a un apostat, un hérétique, un schismatique, qui est un KGBiste patenté, qui est un oligarque patenté, qui est un fauteur de guerre, qui devrait être traduit devant un tribunal ecclésiastique et ensuite devant un tribunal pénal, et ce qui s'appelle Kirill
patriarche, enlever ce mot devant lui parce que voilà, et c'est ça la vérité. Kirill ne représente plus du tout les orthodoxes, c'est ce que vous nous dites ce matin, Jean-François. Kirill est un apostat, enfin quelqu'un qui professe l'idée que il faut aller mourir à la guerre et que les soldats qui seront tous des martyrs de l'Église. Où est-ce que vous avez vu ça en 2000 ans de christianisme? Quelqu'un qui sanctifie sous le haut patronage de Saint Séraphin de Sarov, qui était un ermite des forêts proche de François d'Assise, qui en fait le saint patron de la bombe nucléaire russe. Quelqu'un qui explique qu'il faut à tout prix raser les Ukrainiens parce qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Mais enfin, je veux dire, vous êtes là face véritablement... D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même, vous voyez, à Valdaï, c'est son Davos, en 2017, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nos ennemis viennent, nous les écraserons, ils disparaîtront dans le feu, n'est-ce pas? Et nous les détruirons tous, ils iront crever en enfer. Nous mourrons aussi, parce qu'ils pensaient évidemment à une apocalypse nucléaire. Nous, évidemment, mais nous irons au paradis. Mais qui parle comme ça? C'est Oussama Ben Laden. Je suis désolé de le dire. La différence entre Oussama Ben Laden et Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est 6000 ogives nucléaires. Nous sommes avec Jean-François Colosimo, il est l'auteur de L'Occident, ennemi public numéro 1, c'est aux éditions Albin Michel. Jean-François Colosimo se pose aussi la question de l'Afrique, que vous évoquez assez peu. Pour autant, je prends l'exemple du Burkina Faso, qui se rapproche de plus en plus de la Russie. Que peut-on voir en Afrique de ce rapprochement, de ce sentiment anti-occidental alors ce club des 5, Russie, Turquie, Chine, Inde et Iran, n'arrête pas de professer la même haine. Il n'y aurait qu'un empêcheur de tourner en rond pour la planète, ça serait ce qu'ils appellent l'Occident, mais encore une fois, c'est une notion tout à fait contestable, parce qu'entre nous et les États-Unis, il y a de plus en plus un fossé qui tourne à l'abîme, n'est-ce pas? Mais, par exemple, les trois d'entre eux, la Russie, la Chine et la Turquie, sont omniprésents en Afrique subsaharienne. Les Russes, à travers évidemment le groupe Wagner, en commettant des putschs, des coups d'État, pour s'emparer des richesses de l'Afrique. Les Chinois sont là aussi et se conduisent en fait en maîtres très rapidement. Ils font toutes sortes de promesses de prospérité et se conduisent en maîtres. Les Turcs cherchent aussi leur biais d'influence à travers le monde musulman qui est à cette lisière. Il y a un nouveau colonialisme selon vous? Voilà, j'allais le dire, mais vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Ces prétendus défenseurs de la pluralité, du monde des pauvres, du Sud collectif, comme ils disent, sont en fait plus impérialistes, plus colonialistes, et que peut-être nous ne l'avons jamais été, parce que l'Europe, c'est quoi? Et c'est pas l'Amérique. L'Europe, c'est cet endroit où il y a eu les pages les plus sombres de l'humanité qui ont été écrites, mais aussi les pages les plus lumineuses. La capacité propre de l'Europe, le génie de l'Europe dont ils ne veulent pas, c'est le retour critique sur soi. La capacité de se rendre compte qu'on est toujours en risque d'inhumanité et de demander pardon. C'est ce qu'ils veulent oblitérer pour leur propre peuple et les peuples qu'ils entendent domestiquer. Dernière question rapidement, Jean-François Colosimo, en refermant votre livre, on n'est pas très optimiste. Où est votre espérance? La France est le seul pays aujourd'hui qui détient l'arme nucléaire dans l'Union européenne après le départ des Britanniques. La France est le seul pays, même si aujourd'hui elle n'est pas déployée comme il le faudrait à posséder une armée complète, terre, air, mer. La France est le seul pays d'Europe. Donc c'est la France. Et un des rares pays d'Europe qui s'étend sur toutes les mers. Entre autres, nous sommes présents dans le Pacifique et après la Méditerranée, après l'Atlantique et le nouveau bassin, je dirais, décisif en géopolitique. Et puis la France, surtout, a des savants. Parmi ces savants, il y a aussi eu des missionnaires qui allaient vers les autres peuples, non pas pour les dominer, mais pour les rencontrer réellement et s'enrichir de la différence et de l'altérité. Donc tout ça fait que la France, aujourd'hui, doit prendre le leadership de l'Europe. Il faut réarmer. Encore, pour réarmer, faut-il avoir une culture du combat et comprendre pourquoi les femmes iraniennes continuent à descendre dans la rue en se faisant tirer dessus. C'est pas parce qu'elles veulent être occidentales. C'est parce qu'elles participent de la même représentation universelle de l'être humain et de sa dignité que nous. De l'anthropologie. Pour terminer ce matin, merci beaucoup Jean-François Colosimo. Vous publiez Occident, ennemi public mondial numéro 1. C'est publié chez Albin Michel.